Eh ben, nous voici de retour place Bellecour à Lyon pour les Pyramides solidaires. Et avec Sabrina, on parlait du film que vous venez de voir, hein, le film de Mathieu Kassovitz sur cette famille qui se balade en forêt et les deux enfants trouvent une mine et bien évidemment il y a un accident dramatique à la fin. C'est vraiment comme ça dans la réalité. C'est vraiment comme ça dans la réalité. C'est vrai que la force de ce court-métrage de Mathieu Kassovitz, c'est de mettre les gens en situation de vivre ce que peuvent vivre les populations qui sont en zone de guerre. Et donc là, il se trouve que c'était les mines antipersonnelles, parce que c'est un film qui date de 1997, mais il peut se passer les mêmes choses en Syrie, au Yémen ou en Irak, avec des résidus, des restes explosifs de guerre, des bombes qui n'ont pas explosé. Et Gilles, je vais te laisser la parole pour que tu nous donnes des chiffres effroyables, en fait, des bombardements et de ce qui peut rester après les combats. Mais c'est toujours intéressant et c'est toujours important pour Handicap International de donner à voir et à comprendre et de permettre aux gens d'être en situation. Donc on vient de voir l'exposition des petits civils qui a exactement la même vocation, c'est-à-dire incarner le combat, incarner ce que vivent les gens. On le répétera jamais assez, mais les enfants sont les premières victimes des mines antipersonnelles, des restes explosifs, de la contamination par les bombardements. Et ça nous amène à notre combat d'aujourd'hui. Et là, aux Pyramides solidaires, on est devant le panneau justement qui décrit, qui explique, qui donne tous les éléments de ce combat, de notre combat contre les bombardements en zone peuplée. Le fait qu'il y a un siècle, dans les guerres, les victimes des violences, c'était à 15% des civils, et maintenant qu'on est passé à 80-90% des victimes des combats et des bombardements, ce sont les civils. C'est un renversement absolument historique dans la façon dont les violences s'opèrent pendant les conflits. On voit là, ce panneau décrit très très bien un peu les conséquences en fait pour les familles qui sont touchées par des bombardements, le fait que des ponts, des routes, des maisons, des quartiers résidentiels sont détruits, obligent les familles à fuir, à s'en aller, les empêchent de revenir parce qu'une fois qu'elles ont fui les violences, en fait, les zones sont contaminées, ça nécessite des opérations de déminage très longues et ça nécessite en fait des opérations vraiment très très longues pour permettre après la reconstruction. Et c'est ce qu'on observe en ce moment en Libye, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie. Voilà, la contamination par les bombardements en zone peuplée empêche le retour des populations et provoque des crises humanitaires longues. Au centre de ça, il y a quelque chose de vraiment très important, c'est les blessures. Des blessures complexes à long terme, avec des séquelles invalidantes. Et la réadaptation joue un rôle très important. Et on va aller voir notre spécialiste de la réadaptation sur le site, Isabelle Urso, qui va nous expliquer un petit peu justement ce site de la réadaptation et de l'inclusion des personnes handicapées par une blessure ou par toute autre, ou alors handicapées à cause d'une autre forme de handicap. Isabelle est sur le site avec nous. Tu nous rejoins, Isabelle. Tu viens nous expliquer justement quel est ce stand, qu'est-ce qu'on explique sur le stand justement appareillé, kinésithérapie, et peut-être Bruno, tu peux aussi faire un plan et montrer aux personnes qui nous suivent le live vraiment ce qu'on peut voir en ce moment sur les Pyramides solidaires. Bonjour Isabelle, alors explique-nous ce stand. Okay. Bonjour à tous. Donc ici, je suis devant un centre de réadaptation en fait, donc qui permet de prendre en charge les personnes victimes de conflits et de bombes à sous-munitions et d'autres engins explosifs. Et du coup là, on vous montre en fait les différentes capacités de service et de professionnels qui doivent travailler pour cette prise en charge globale. Donc d'abord vous dire que cette prise en charge vient en continuité des soins au niveau hospitalier, si les personnes ont subi une chirurgie. Donc là, le premier soin se fera au niveau vraiment de l'hôpital, mais en sortant du service de traumatologie, les personnes donc en fait auront accès donc à ces services de kinésithérapie, donc qui est vraiment le travail sur du renforcement musculaire, le service d'appareillage. Alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire la personne a suivi une opération chirurgicale, qu'est-ce qui suit juste après? Voilà. Donc on va prendre une personne qui malheureusement le cas. On peut s'approcher et oui, tu nous bien montres sûr. Les plus graves, on est donc au nouveau départ. Non, où on est d'abord là. Voilà. On va commencer ici, voilà, tout de suite. Voilà, le nouveau départ va se passer après en fait la continuité des soins. Donc,
La personne, ensuite des soins chirurgicaux, va d'abord bénéficier de kinésithérapie. Hein, donc pour être traitée donc, au niveau du lit, pour éviter de perdre trop au niveau musculaire. Et derrière, donc, on va arriver à l'appareillage. Donc, si on prend un cas d'une personne amputée, eh ben, voilà, elle a perdu sa jambe, donc on va lui fournir une nouvelle jambe. Dès que le muscle va bien, le membre va bien, que le moignon est en bonne santé, on va dire, voilà, on commence la prothèse. C'est combien de temps après peut-être une opération chirurgicale? Au mieux, ça peut être 3 semaines après, donc avec ce qu'on appelle des prothèses vraiment d'entraînement et d'urgence. Mais après, bon, là, il faut compter un cycle de 3 à 6 mois, selon en effet l'état articulaire et musculaire de la personne, et puis l'âge aussi entre enfants, personnes adultes. Et alors, d'avoir une prothèse, de s'habituer à la prothèse et d'être complètement autonome avec cette prothèse, ça met combien de temps? Bah, comme je le dis, ça dépend beaucoup des personnes. Et c'est aussi tout le travail avec nos collègues du psychosocial qu'on va faire en face, à côté, parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes ont été traumatisées aussi. Donc elles ont été atteintes dans leur chair, mais aussi au niveau mental. Donc il y a tout un travail de reconstruction et d'acceptation de ce nouveau corps qui doit être fait aussi. Et donc là, pareil, bon, bah, c'est un processus qui sera plus ou moins long pour les personnes. Mais j'ai envie de te dire que pour un enfant potentiellement, en un mois et demi, 2 mois, tu vas le retrouver déjà allant jouer avec ses camarades. Un adulte, ça peut prendre un peu plus de temps, mais de 3 à 6 mois maximum, pour que la personne justement soit dans son nouveau départ. Et là, on aura les professionnels plus d'ergothérapie qui vont intervenir. Donc l'ergothérapie, c'est vraiment la rééducation, mais en prenant en compte l'environnement de la personne. Donc là, du coup, on va regarder, est-ce que la personne retourne dans un camp de réfugiés? Et donc là, ça va être des équipes d'handicap internationales ou locales qui vont l'accompagner. Est-ce que la personne retourne dans son village, qui a pu être détruit aussi? Et donc là, ça va être des adaptations potentiellement de sa maison, de ses latrines, pour qu'elle puisse reprendre sa vie dans sa maison. Parce qu'on apprend, l'ergothérapeute va apprendre par exemple des mouvements. L'ergothérapeute va plus apprendre à la personne potentiellement à se réapproprier son espace de vie avec une jambe en moins, avec un bras en moins, avec un fauteuil roulant. Ça veut dire faire des mouvements bien sans sa jambe, ça veut dire... Non, l'ergothérapeute, ça va être plus potentiellement agrandir la porte de votre maison pour que vous puissiez rentrer avec votre fauteuil roulant. C'est plus adapter l'environnement à ton handicap. C'est-à-dire que l'étagère soit à la bonne hauteur parce que je ne peux pas lever le bras, que le lit soit à la bonne hauteur parce que je dois aller dans un fauteuil roulant, ça va être plus aménager l'environnement. Voilà, un transfert du fauteuil roulant au lit pour que la personne soit indépendante et puisse vraiment être autonome dans sa vie quotidienne et potentiellement derrière repostuler à un travail et pour les enfants à l'école. Alors j'ai juste une petite dernière question. Souvent on s'imagine, voilà, on a eu une opération chirurgicale, on a une prothèse et c'est fini. Et en fait, non, je crois que la plupart des individus qui ont une prothèse, ils changent de prothèse assez régulièrement. Oui, voilà. Comme tu le dis, oui, en effet, une fois qu'on a un handicap de ce type, une prothèse, c'est toute votre vie. Donc pour les enfants, par exemple, une prothèse, ça doit se changer avec la croissance ou la façon dont l'enfant va prendre du poids, on va dire, tous les 3 à 6 mois. Et pour un adulte, c'est tous les 3 à 5 ans. Et à prendre en compte que dans nos pays d'intervention, la majorité des pays n'ont pas de système de couverture sociale. Donc aussi que nos équipes doivent aussi travailler sur toute cette prise en charge au niveau des autorités et des systèmes gouvernementaux. Je te remercie Isabelle, c'était très intéressant de détailler ça et de comprendre comment la réadaptation fonctionne. Quelque chose qui est très important à savoir, c'est que la réadaptation, ça fonctionne avec vos dons. C'est grâce à vous que l'on peut, dans 59 pays dans le monde, mener des opérations de réadaptation, de pouvoir gérer tous ces métiers. Vous voyez que c'est toute une palette de métiers assez complexe et le don et les donateurs sont centraux en fait et pour nous permettre justement d'exister et de mener ces opérations. Sabrina, je crois que tu as un mot là-dessus. Oui, effectivement. Sans les dons, Handicap International ne peut rien faire. Donc déjà, c'est l'opportunité aujourd'hui de vous avoir en ligne et de pouvoir vous voir pour déjà remercier les donateurs pour leur soutien régulier. Et leur rendre hommage, c'est aussi leur donner la parole. Du coup, on a réalisé un entretien avec un donateur historique qui s'appelle Jacques Robin et qui avait quelques mots à vous dire et donc qui a pu converser avec Hélène Robin. Donc on est vraiment ravis de pouvoir lui laisser la parole pour quelques minutes pour qu'il vous explique les raisons de son engagement pour Handicap International. On vous retrouve tout de suite après. Merci beaucoup.